Hélène Fischer, ce désir de se concentrer sur un seul individu a une raison d'être évolutionniste. Notre système cérébral a évolué pour être activé de manière à ce qu'on ait une immense énergie, qu'on concentre son attention sur quelqu'un, qu'on soit très motivé pour le ou la séduire et qu'on reste ensemble au moins le temps de concevoir un enfant. La triste vérité est donc que l'amour romantique est né d'une nécessité évolutionniste, faire en sorte que les couples aient envie l'un de l'autre pour que la femme soit fécondée. Notre cerveau a évolué pour ressentir du plaisir lors de la rencontre sexuelle. Le désir de tomber amoureux semble être un besoin humain fondamental dans toutes les cultures. L'amour romantique existe dans le monde entier. Une étude menée dans toutes les cultures a constaté son existence dans 150 sociétés différentes. C'est une pulsion de base universelle. L'évolution nous a poussés à être amoureux. Les substances chimiques qui affluent dans le cerveau lors des premières phases amoureuses sont si puissantes que l'on compare souvent l'amour à une addiction. Et comme la sensation de manque d'un toxicomane, l'amour peut pousser à faire des choses folles, voire dangereuses. C'est plus fort que la pulsion sexuelle. Si vous proposez à quelqu'un de coucher avec vous et qu'il refuse, vous ne vous suicidez pas pour autant. En revanche, les gens se tuent ou tuent l'autre si leur amour est bafoué. L'amour romantique reste une expérience universelle, profondément ancrée dans le cerveau humain. Partout dans le monde, des gens vivent pour aimer, meurent d'amour, chantent l'amour, dansent parce qu'ils aiment et sont heureux d'aimer. Mais Hélène Fischer ne pense pas que l'amour romantique alimenté par la dopamine puisse à lui seul assurer la cohésion d'un couple à long terme. D'un point de vue métabolique, l'amour romantique est très coûteux. Vous vous promenez toute la nuit, vous discutez jusqu'à l'aube et vous faites l'amour jusqu'à midi. Ce serait nocif pour la vie de l'animal humain de déborder d'énergie en permanence. Notre réussite en tant qu'espèce exige que les hommes et les femmes restent ensemble assez longtemps pour élever leurs enfants. Pour garantir ce résultat, notre corps bombarde notre cerveau d'encore plus d'hormones sexuelles. Un arsenal chimique qui nous fait rester en couple bien après que la flamme de l'amour romantique ait vacillé. Nous allons maintenant poser l'une des questions les plus sensibles de la science évolutionniste. Peut-on être fidèle à un seul partenaire ou sommes-nous biologiquement programmés pour le tromper? Une étude des armes secrètes de la nature en matière d'amour nous a déjà prouvé que nous étions conçus pour réagir instantanément à la perspective d'une aventure sexuelle et que notre cerveau libérait plusieurs substances puissantes pour déclencher l'extase de l'amour romantique. Mais une fois que nous avons choisi notre partenaire et que nous sommes tombés amoureux, pouvons-nous rester ensemble ou l'infidélité est-elle biologiquement inévitable? 97% des mammifères ne sont pas monogames. Alors comment pouvons-nous résister à autant d'options possibles? Jan Gonzaga est psychologue à l'Université de Californie. Ces études montrent que l'amour véritable peut lier deux personnes dans une relation monogame. Je pense que l'évolution nous a donné la capacité de nous engager dans une relation. Mais c'est assez complexe, car il n'y a pas de choix clair entre la fidélité et l'infidélité. Nous sommes une espèce qui va de l'un à l'autre, car nous réagissons en fonction de notre environnement. Le chercheur a mené une étude passionnante pour découvrir comment les humains restent avec leur partenaire au lieu de céder aux nombreuses tentations. Nous voulions tester si c'était l'amour et non d'autres sensations comme le désir qui nous aidaient à écarter de nos pensées les autres partenaires potentiels. Pour l'occasion, Jan Gonzaga recrute des étudiants qui sont en couple. Dans un premier temps, il leur demande de choisir la photo de quelqu'un qui les attire. Ensuite, il leur fait rédiger un texte tout en ayant des pensées coquines pour leur propre partenaire. À chaque fois que l'étudiant pense à l'inconnu de la photo, il a la consigne de le noter dans la marge. Ensuite, l'étudiant doit écrire un autre essai
mais cette fois-ci en pensant amoureusement à son ou sa partenaire. Encore une fois, il doit marquer sur sa feuille s'il pense à la personne de la photo. La deuxième fois, il y a moins de signes dans la marge, car les étudiants n'ont pas une attirance durable pour l'inconnu et l'oublient rapidement. Quand ils sont amoureux, les gens peuvent chasser ces pensées de leur esprit et ne sont pas assaillis par les tentations sexuelles. Cela prouve que l'amour assure la cohésion des couples, du moment qu'il est sincère. Pourtant, il doit sans cesse batailler avec le désir. Le désir, c'est quelque chose de compliqué, parce que même quand il est dirigé vers notre partenaire romantique, il peut nuire à notre fidélité. En effet, une partie de sa fonction pourrait consister à scruter notre environnement à la recherche d'un autre partenaire plus séduisant. Et s'il y a effectivement quelqu'un de plus attirant, cela peut être mauvais pour votre couple. Donc, si la relation est basée sur de l'amour, nous avons plus de chances de rester ensemble. Si c'est sur le désir, nous sommes susceptibles d'aller voir ailleurs. Il semble que l'amour ait évolué pour construire des couples durables, alors que le désir nous sert à reconnaître les meilleurs gènes. Il semble donc que l'amour, et non le désir, soit ce qui nous aide à régler le problème de l'engagement. Il consolide notre fidélité envers notre partenaire romantique. Et cela concorde avec la théorie d'Hélène Fischer sur la troisième phase de l'attirance sexuelle, l'attachement à long terme. L'attachement, c'est un sentiment de calme et de sécurité que l'on ressent avec un partenaire durable. Visiblement, l'amour est plus fort que tout. Mais comment fait-il? La réponse est simple. Le corps dispose d'un filtre d'amour naturel prêt à nous amarrer solidement à notre partenaire. Et il entre en scène quand un couple fait l'amour. Cette substance chimique est l'ocytocine, une hormone et un neurotransmetteur produit dans le cerveau. Autrefois, on pensait que son rôle se limitait au déclenchement de l'accouchement chez les femmes enceintes et à la stimulation des montées de lait. Aujourd'hui, les scientifiques découvrent d'autres effets majeurs chez les femmes, mais aussi chez les hommes. L'ocytocine agit comme une hormone d'excitation sexuelle au moment de l'orgasme et pousse les amants à être tendres avant, pendant et après les rapports sexuels. D'où son surnom d'hormone du câlin. Voilà pourquoi, quand on fait l'amour avec quelqu'un qu'on aime, on a l'impression d'être dans une sorte d'union cosmique. C'est sans doute parce qu'on a un taux élevé d'ocytocine qui crée ce sentiment d'attachement. Elle peut également servir à renforcer les liens des amants. Selon une théorie, plus un couple fait l'amour, plus il y a une libération d'ocytocine et plus sa relation s'approfondit. Voilà pourquoi il est dangereux de coucher avec quelqu'un qu'on n'aime pas vraiment. Je le répète souvent à mes étudiants, ne couchez pas avec quelqu'un dont vous ne voulez pas tomber amoureux, parce que vous risquez de déclencher un processus cérébral. Vous jouez avec le feu. Mais la nature n'a pas dit son dernier mot. La pharmacie de l'amour contient une autre potion magique, la vasopressine. Sécrétée pendant l'acte sexuel, elle joue un rôle essentiel dans la phase de l'engagement à long terme. Les scientifiques ont découvert ce rôle en étudiant les habitudes sexuelles des campagnols. Ces rongeurs figurent parmi les quelques 3% de mammifères monogames. La vasopressine est sécrétée au moment de l'accouplement, exactement comme chez les humains. Le cerveau des campagnols possède des récepteurs pour la vasopressine dans des régions liées au circuit de récompense. L'accouplement stimule le centre de la récompense, fabrique un souvenir agréable de ce partenaire et tisse un lien solide. Selon les scientifiques, le mécanisme de récompense impliqué dans cette addiction pourrait avoir évolué de la même manière chez d'autres animaux monogames, dont les humains.
Il est possible qu'à l'instar du désir et de l'amour romantique, former une relation amoureuse durable ne soit qu'une question de chimie. L'attirance sexuelle nous fait vibrer, nous enivre. Les hormones sécrétées par notre cerveau, notre physiologie même, ont une seule fonction: la perpétuation de l'espèce. Une fois que nous avons des enfants, ces substances chimiques changent pour nous inciter à rester en couple pour les élever. L'amour n'est qu'un élément parmi d'autres. Amour, désir, quel que soit le nom employé, ces sensations naissent d'un afflux d'hormones destinées à favoriser la reproduction humaine. C'est un cocktail chimique détonnant qui fait tourner le monde.